Avant l'ère de la télévision et des médias de masse, la taverne est un lieu unique de partage d'informations et d'opinions, politiques ou autres. Mais si la taverne a longtemps été un territoire exclusivement masculin, les femmes sont venues brouiller les cartes et changer l'allure de ce sanctuaire pour les hommes. Jacques Paquette a vu tous ces changements de ses yeux durant sa longue carrière à la taverne Jarry. J'ai ici à peu près 50 ans. Ils étaient pas vraiment tannés de moi comme client, ils m'ont engagé. 40 ans passés, puis j'aime ça. C'est ma famille. Tu me laisses tout seul, t'as peur? Il est 3 heures. Depuis 10 heures, ici. Mon chiffre, il est fait, là. Je m'en allais poinçonner, là, puis... Ah! Mon patron, il est parti, il se voulait de me payer. Ça, c'est la soupe que je mange à la résidence. Je ne mangeais pas ça. Jean-Marcel Denis est le digne héritier d'une famille de taverniers. Il est un des rares à avoir appris le métier de sa mère, qui a été la propriétaire de la taverne Jarry à partir de la mort de son mari, à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit d'y entrer. Dans les années 70, ça ouvrait à 8 heures. Il y avait 10 personnes en ligne qui attendaient pour rentrer. Mais tu te poses la question. Prendre une bière à 8 heures le matin, ça n'a pas d'allure. Mais quand tu regardes ça, c'était du monde qui travaillait de nuit. Ils finissaient le chiffre. Eux autres, ils venaient passer les avant-midi avec les copains. Ils discutaient, partaient à midi. T'avais les personnes âgées qui arrivaient vers 10 heures, ils retournaient dîner chez eux. C'est comme un club social, comme on dit. C'est une bonne plaque. 75, 80, j'en ai un de 83 qui est ici présentement. Je vais te payer pour ça. Hein? Ils appellent ça le bureau. On me dit que j'avais fait avoir mon bureau. Je suis capable de payer mes 2 bières avant de mourir. Jésus a dit demander pour recevoir. Tous tes jours, viens ici. Viens ici, pas je viens l'après-midi. Je pars de bonne heure le soir. Pas vrai, hein, Maurice? Je sais. T'es rudimenteur. Je travaillais chez Price Brothers à Alma. Puisque mon père travaillait là, j'avais le privilège d'y travailler en tant qu'étudiant. Fait que j'ai vécu ça, de sortir d'un chiffre de minuit à 8, puis de rentrer à la taverne avec les gars le matin. Pas pour se saouler, mais jaser un peu, prendre une coupe de petites bières, puis aller se coucher là-dessus. Pour mieux dormir. Pour mieux dormir, effectivement. C'était le seul endroit où certains individus contrôlaient quelque chose. La seule place où le gars avait une certaine importance, qu'il pouvait dire à quelqu'un « apporte-moi 2 bières », puis finalement « Hey, excuse-moi, j'en veux 4 ». Remplis ma table. Il remplit ma table. Et on a ça dans Toi pour le jour de Michel Tremblay, c'est-à-dire une espèce de pouvoir tout à coup. Et plus il en buvait, puis plus il considérait que tout à coup, à un moment donné, son ton de voix changeait. Il commençait à affirmer des choses. On est dans une société de gens opprimés, exploités, des gens qui ont peu l'occasion de pouvoir s'exprimer, des hommes qui ont beaucoup de difficultés, dans bien des cas, à remplir leur devoir de bon père de famille, c'est-à-dire assez d'argent, d'avoir de la dignité, qu'on les admire, etc. Ça, la contrepartie à ça, c'est que tu veux aussi fuir ça, tu veux oublier ça. Alors évidemment, on va dire qu'il ne prend pas ses responsabilités, c'est vrai. Mais il va prendre un coup et il se console ou il se réconforte auprès des hommes comme lui. Pendant hier et après hier, c'était l'euphorie ici à Sorel. Il n'y avait pratiquement pas d'auto. Puis Sorel Industrie, puis Marine Industrie, il y avait, sur le punch, il y avait un décalage pour le monde à pied qui traversait sur le pont. Puis ça rentre en ville, ça, là, ce monde-là.
c'était pas loin des shops. Hein, ils savaient où s'installer. Le total de marine puis de Sorel Industrie, à l'époque de la guerre, il y avait 8 000 hommes qui travaillaient là. 8, pas loin de 10 000. Fait que quand ça sortait de là, ça avait soif, parce que la métallurgie, c'est pas que ça t'a soif, mais les conditions de travail, la chaleur, la fumée et tout. Et puis quand tu sors d'une usine comme ça, prendre une bière ou deux, bien, ça fait du bien. Puis en même temps, bien, ça permet aussi de rencontrer des chums, de causer, puis pas mal, de toutes sortes d'affaires. La taverne, c'était un vrai refuge de gars. Après la paye, après le travail de vendredi, ça se réunissait les gars, puis ça en faisait des plans, puis des plans de nègres, comme on disait dans le temps. Mais à l'époque, c'était l'endroit où on discutait. C'était comme un petit forum. Tu rentrais là, puis t'es sûr que t'avais des chums avec qui tu pouvais jaser, puis parler de tes affaires. C'est un exutoire important. Pour l'ensemble de la classe ouvrière. Mais il ne faut pas penser qu'il y avait que des ouvriers qui allaient là. Il y avait des cols blancs aussi qui allaient là, après le bureau, parce que ça lui faisait du bien aussi. Ça fait du bien à tout le monde, tu sais, d'aller relaxer un peu. Tu rentrais à la taverne, puis tu disais, hey, gars, là, on parle pas de la job, parce que tu venais de la job. Ça durait 5 minutes, ça, pour parler de la job. Tu revenais toujours sur la job. Si tu parlais de la game de hockey de la veille, là, ça durait 10 minutes, 5 minutes, puis après ça, tu revenais sur la job. Parce que tu parlais toujours de ta vie sur la job, puis de la vie courante. C'est comme ça. De Sorel jusqu'à Montréal, en passant par toutes les villes industrielles du Québec, le lien intime entre syndicalisme, mouvement ouvrier et taverne ne date pas d'hier. En effet, c'est peut-être à Joe Beef que l'on doit pour la première fois cette association. De son vrai nom Charles McKiernan, cet Irlandais d'origine a ouvert sa taverne, la Joe Beef Canteen, dans le Vieux-Port de Montréal en 1873. Plus qu'un simple lieu où boire et se divertir, la taverne de McKiernan fait œuvre de charité en offrant à manger et un endroit où dormir aux plus démunis. Le fils du peuple, comme on le surnomme à l'époque, donne aussi son appui aux ouvriers lors de conflits de travail. Joe Beef devient un lieu qui est férocement condamné aux élites de l'époque. Et en même temps, c'est un lieu donc où se produit énormément de malheur, énormément de pauvreté, mais en même temps où, dans ce melting pot un peu étrange, naît des moments de solidarité assez fascinants. C'est la taverne mythique de Montréal, mais de tout le Québec. D'ailleurs, à la grande grève du canal La Chine qui a eu lieu en 1887, la taverne Joe Beef est devenue l'endroit central où l'espèce de germination de l'organisation syndicale s'est fait, on dit souvent, dans les tavernes, parce que c'est là où les ouvriers étaient. Pendant la grève dans le port de Montréal, Joe Beef nourrissait les grévistes du port de Montréal, parce que Joe Beef, il savait fort bien qu'une fois de grève Ridley, la mémoire revenait. Joe Beef lui-même va aider ces grévistes-là et va les encourager contre les patrons qui exploitaient les ouvriers. Donc, pendant leur grève, ils vont réussir à avoir l'augmentation de salaire qu'ils réclamaient d'$1 par jour. De la taverne Joe Beef est partie la grande tradition des tirages de viande puis des concours au terme duquel, si tu gagnais, ben, tu gagnais une pièce de bœuf, tu gagnais une dinde, tu gagnais un... Fait que l'idée de Joe Beef, c'est ça aussi, c'est qu'il les nourrissait socialement, politiquement, en termes de bière, mais des fois carrément en termes de viande, tu sais. Sorel était une place de syndicalisme. Marine Industries, Sorel Industries, la CSN y avait fait... et avait acquis des accréditations dans ce coin-là. Alors forcément, l'un des sujets qui était là, c'était le sujet du syndicalisme et des conventions de travail. Ceux qui s'occupaient des mouvements et de l'organisation politique et syndicale savaient qu'à la taverne, c'est un lieu où on pouvait rejoindre beaucoup de monde. Donc, des fois, c'est pas que toutes les tavernes étaient le lieu où s'organisaient politiquement les ouvriers et où se sont formés les syndicats, mais c'était aussi le lieu où on savait qu'on pouvait rejoindre beaucoup d'hommes ouvriers. Et donc, on se rendait à la taverne comme lieu où on pouvait mobiliser, discuter, tenter le pouls, etc. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le bureau, où on allait se réunir, on faisait des réunions de regroupement d'ouvriers. Le bureau syndical de la CSN, on a vendu une partie du terrain du stationnement, puis s'est installé dans la taverne des copains. Donc, c'était à proximité. Mais ça ne nous dérangeait pas. Ils en profitaient pour discuter plus à fond de leur grève, de leurs revendications. Puis ils en profitaient pour jouer entre eux autres, d'expliquer un peu plus qu'à l'Assemblée, parce que souvent, de parler d'une assemblée syndicale, c'est pas donné à tout le monde. Hein?
Quand en taverne, ils se descendaient un peu plus. Puis comme on allait là, nous autres aussi, on comprenait ce qu'ils se disaient, puis on savait ce qu'ils se disaient. Hey, c'est le gars de l'Union, tu connais? Le gars de l'Union, hein, le gars de l'Union, il était interpellé souvent. Est-ce qu'il y avait des dirigeants syndicaux en plein milieu? Probablement. Mais on ne les reconnaissait pas. C'était pas des recruteurs. C'était des discussions là, de travailleurs sur les problèmes qu'il y avait. Alors, c'était des discussions de chantier. Dans tous les domaines de la société, les tavernes ont contribué à la discussion beaucoup. Ça a aidé à faire sortir un peu le jeu du trop-plein que le jeu en avait, là, au niveau politique ou autre. De toute façon, quand ça changeait de parti, là, c'était plus le même propriétaire qu'il y avait à la taverne. Il perdait sa licence. Ah oui. Ça marche comme même. C'était ça. C'était les mœurs du temps. C'était comme ça. Le syndicaliste, qu'est-ce que c'est? Paye ton Dieu à toi et moi, puis nous autres, on va se promener en gros char. C'est ça l'affaire. Il faut qu'il m'écoute. Ça recommence, cette affaire-là. Saint-Hyacinthe a aussi un fort passé ouvrier. Les industries du textile y étaient florissantes dès le début du 20e siècle et les tavernes s'y multipliaient. La plus vieille taverne du coin, le Grand Tronc, a été bâtie à côté du chemin de fer. Moi, j'ai commencé un petit peu en 76, commis d'occasion, de 76 à 98, à tous les 2 samedis. Il y avait une taverne de l'autre côté aussi, mais c'était une clientèle de l'autre bord, une clientèle du bord ici, c'était pas les mêmes. Il fallait arriver ici avant 5 heures parce que sinon, il n'y avait pas de place. Autant ici que l'autre bord. Parce que ça passait dans le petit tunnel, là, les changements de chiffres, à Godet, la Yana Strachette, la Gotham, tout ça. Ça traversait à pied, puis ça rentrait ici, puis ça rentrait l'autre bord. Ça remplissait. Le soir, il travaillait le soir, lui, Fernand. Puis Charlie tout. Il y avait des jeunes, hein, Fernand? Oui. Une très belle clientèle. Une clientèle de buveux. Dans le temps des élections, là, les riches sortaient les argent, puis ça gageait. Là. Les 10, 15 000, là, pas 50 cents. Tu sais, si on pense à la taverne, au début de l'industrialisation, puis avant, comme étant un des seuls endroits publics dans les quartiers avec l'église, en campagne électorale, tu vas pas mobiliser, aller chercher les gens à l'église ou sur le perron de l'église. Si tu cherches un endroit public, ça va être la taverne. La politique provinciale comme telle, on l'avait par bribes, puis dans les journaux lus. La radio en parlait, mais très peu. On était à une époque où la radio commençait à peine à sortir. Et puis la radio nationale était écoutée, mais elle ne parlait jamais du local. Alors, ça n'est que lorsque des postes locaux ont commencé à se créer un peu partout en province, que là, il y avait une communication du politicien local avec ses électeurs. Avant ça, la communication se faisait dans les milieux où le monde était. Et puis le gars avait beau expliquer ça à sa femme, il avait parlé de politique pendant la veillée. Ça, elle ne croyait pas tout. C'est peut-être moins à la mode aujourd'hui, mais les politiciens de l'époque, quand ils faisaient les campagnes électorales, ils se faisaient un petit devoir d'aller faire un tour aux tavernes, de passer dans les tavernes et de dire bonjour au monde, ou à tout le moins de dire bonjour au monde. J'ai été député de Rouyn-Noranda de 1966 à 1970. J'ai donc fait une campagne électorale en 1966 et c'était à l'époque où encore on allait encore faire des tours dans les tavernes. Mais c'était une visite obligée. Et ça permettait de se sentir le pouls. Il fallait le faire parce que les autres le font. Si tu le fais pas, les gens vont penser que tu les négliges, que tu n'as pas confiance en eux. Dans les années 40, 50 et avant, il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas les mêmes mœurs politiques. Et donc, on a souvent entendu des histoires de tavernes où se brassaient des campagnes politiques, mais où se brassait beaucoup de bière dans le processus de mobiliser les gens à tel parti ou à tel candidat. La boisson, quand tu fais une campagne électorale, il faut que tu fasses attention, hein? Je me souviens de quelqu'un qui avait fait une campagne en 62, et à toutes les places qui rentraient, les gens lui offraient un petit verre. Ordinairement, c'était de la boisson qu'il avait faite. Hein? C'était du Caribou. Il dit, quand t'es rendu au 8e, là, ça va pas bien. Puis tu peux pas le refuser. Alors, c'est mieux de dire que tu bois pas. Tiens, Robin. Chez Magnan, taverne et politique ont toujours fait bon ménage. Si l'endroit a vu passer son lot de chefs d'État et de politiciens, l'animateur de radio Gilles Prouy a aussi enregistré des débats radiophoniques à saveur politique dans les années 90.
M. Magnan a été conseiller municipal pendant plusieurs années à la Ville de Montréal. Donc, beaucoup d'activités politiques du Parti civique de Montréal se tenaient chez Magnan. Pour les politiciens, c'était une belle place pour rencontrer beaucoup d'électeurs de façon rapide et de les convaincre rapidement. Tous les premiers ministres du Québec sont passés ici, soit dans le cadre de campagne électorale ou d'événements. En 1966, une chose qui était bien faite par le SAGE, d'ailleurs, c'est le contrôle des dépenses électorales. Alors, on avait le droit de dépenser 11 500, je crois. Il fallait faire très attention. Alors, il n'était pas question de payer de tournée quand on allait à la taverne, parce qu'on s'arrêtait une dépense électorale. Et on était très, très craintifs, parce qu'on se savait surveiller, comme on surveillait les autres, d'ailleurs, sur les dépenses électorales. Alors, on ne pouvait pas faire ça. Alors ça, j'ai entendu dire que ça se faisait. Je n'ai jamais eu connaissance, mais ça me paraît tellement plausible, tellement facile de payer la traite à tout le monde, probablement que ça se faisait. Toutes les mœurs ont été plus civilisées par la suite. Quand le peuple a pris conscience que l'élection, c'était quelque chose de sérieux, c'était pas quelque chose qui s'achetait. Le peuple en a pris conscience, puis les politiciens ont été obligés d'en tenir compte. Sur le permis de M. Côté, c'est 341. Le numéro du permis de la Société des alcools. Fait que ça veut dire qu'en province, il y avait 341 permis de taverne. Fait que toutes des tolérances avant. Et ça fait payer une amende de temps en temps, roulant. Puis un certain temps aussi, quand la politique changeait, si c'était rouge ou bleu, ils perdaient le permis. Oups, ça c'était changeant, ça. C'est-à-dire qu'il fallait être du bon bord. Et si c'était pas du bon bord, c'était pas plus parti. Puis le parti au pouvoir avait été battu, tu perdais ta licence. Alors les gens de l'Union nationale, les bons bleus, avaient leur taverne. Quand les libéraux ont pris le pouvoir avec M. Godbout, en 36 ou 37, là, les libéraux ont ramassé des licences de taverne. Puis après ça, quand Duplessis est revenu au pouvoir, ils ont ramassé ils sont venus avec leur licence de taverne. C'était du patronage essentiellement, mais pratiqué ouvertement. C'était pas hypocrite. Le gars savait que s'il gagnait ses élections, il gardait la taverne. S'il perdait, il perdait la taverne. À l'époque, les tavernes sont fermées les jours de scrutin. Question d'éviter que les esprits s'échauffent. Peut-être aussi pour éviter que quelqu'un achète le vote à coups de verre de bière. Dans le temps, c'était bien fort, la politique. Le monde, il fermait les tavernes parce que ça se battait. Il fermait les tavernes jusqu'à quand il est pas, il fermait, il les rouvrait. Ça marche quand même. Parce que le monde, c'est dans la démocratie, mais dit comme moi. Parce qu'autrement, ça ne marcherait pas. Il fermait les tavernes. La politique ici, ça n'a jamais été vraiment un sujet parce que nous autres, comme direction, on a essayé de garder la place aux politiques. Parce que la politique, tu sais, ça... Moi, je pense que ça enflamme le monde parce que, tu sais, moins aujourd'hui, mais autrefois, tu étais partisan d'un parti, c'était quasiment comme une secte. Tu ne sortais pas de la secte. Tu étais libéral, tu restais libéral. Tu étais Union nationale, tu étais Union nationale. Il reste quand même qu'il y avait des discussions, mais c'était pas... nous autres, on n'a jamais pris position politiquement. C'est ferme. Il y a un respect. Vous comprenez? Il y a un respect envers les tendances des gens ici. Si tu es de droite, tu es de gauche, ou tu es du Parti québécois, Québec solidaire, ou tu es libéral, ils sont pas nombreux, mais il y en a encore. On parle pas politique dans la taverne, Jory. Non, on essaie d'éviter ça. Tu votes pour qui tu voudras, c'est ton problème. On ne pas faire la politique, c'est tranquille. Mais souvent, c'est des destinations qui finissent plus. Pas d'élection, pas de religion. Ces clientèles-là, autour d'un verre, tu parles. Hein? Tu parles même plus qu'autour d'un repas. Alors, c'est extrêmement important. Ça l'était beaucoup plus à cette époque-là, mais ça l'est encore.
On verra ce qu'on va donner, là. C'est pas bon, on verra. Hein? Ça va? Si le quartier Saint-Henri était très prospère au début du 20e siècle, les fermetures d'usines d'après la crise de 1930 amènent pauvreté et criminalité dans le quartier situé près du canal La Chine. La taverne devient un lieu propice aux activités des petits bandits. Si la première taverne, même pré-industrielle, était le lieu où tu pouvais aller chercher un emploi, chercher une glacière ou une table ou un ouvrier, quelqu'un qui pouvait t'aider à construire ta maison, la taverne a toujours resté l'endroit où opère un certain troc, système d'échange, mais aussi une économie informelle. Les tavernes, ça a toujours été considéré comme l'endroit où on boit de la bière. Certaines personnes nous diront le champagne des pauvres. C'est pas là où se brasse le gros argent. En 1954, Jean Drapeau est élu une première fois à la mairie de Montréal grâce à sa volonté de transformer la ville, connue à l'époque pour ses bordels, ses maisons de jeu et sa vie nocturne, en une métropole internationale de premier plan. Un assainissement est imposé, ce qui vient porter ombrage à l'atmosphère perpétuelle de fête qui régnait jusqu'alors sur Montréal. Tous les corps policiers sont mis à contribution pour traquer le vice et le crime. À partir des années 50, le policier Robert Bob Ménard a endossé de multiples personnalités pour traquer les criminels. Bob, de son surnom Shotgun Ménard, a eu pas moins de 17 identités différentes avant de passer à la section des vols à main armée avec son collègue André Coury. J'avais 17 alliances. Avec les costumes aussi, je pense. T'avais les costumes au Oh, Canada. Chris, oui. J'étais un matelot. J'ai appartenu au Seafarers International Union. J'étais un conducteur de chemin de fer. J'étais un chauffeur de taxi. J'étais un membre de la presse de Montréal. J'étais un journaliste. J'en ai toutes sortes de styles. J'étais un chauffeur de truck. J'étais un gun runner. Je vendais des armes. J'en avais toutes sortes de crises à faire. Il y avait la section des mœurs. Eux autres s'occupaient des prostituées. Puis nous autres, on a commencé à travailler sur le Shylock, qui était les prêteurs à gages, qui marchaient avec les bouquets. Parce qu'il y a bien du monde qui s'embarquait jusqu'ici. Parce que si t'arrivais et tu disais « Oh, j'ai pas d'argent, puis je veux... » Va voir donc, là, puis il va te prêter de l'argent. Et puis c'était de la grosse argent. Mon ouvrage était de me présenter à la taverne en question, décider qui était le bookie, faire des gagures de 2 piastres. Si j'étais pas capable de déceler, après avoir pris 2 bières, je sacrais mon camp. Ça voulait pas la peine. Ça voulait dire que j'avais pas réussi. Mais normalement, j'étais assez bon. J'essayais de toutes sortes de manières. Je me rendrais d'une batterie, dépendamment où c'était. Et puis, je me salissais, puis j'avais mon petit lunch avec mon sac de papier, où je me mettais de la marde de chien sur mes souliers pour que je puisse sentir un peu, puis j'allais m'asseoir dans le bout. Fait qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Et puis, ils prenaient ma gageure, puis je collissais à mon camp. Il y en avait tout partout. Puis, il fallait aller fermer. Puis, le maître drapeau avait dit « On va fermer ». Puis, il riait pas, lui. Il y a eu des grandes bagarres, des clans, des familles opposées qui se donnaient des rendez-vous à la taverne le vendredi soir et ça pouvait... Nous autres, on fuyait ça assez vite parce que ça pouvait bières virer... volaient, hein, puis ça pouvait être assez... Les cendriers, zoom, zoom. Tout le monde a déjà vu une bagarre. Ouais, à un moment donné, il y en a un qui se levait, puis bon... La boisson aide. Depuis que tu sais, j'ai eu 2 tiroyages. Puis que là, moi, c'était des gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, des armoires, des mains sur de large, des destinations. À un moment donné, je pensais qu'ils étaient pas lâcher le comptoir, des corps à corps. Ça a fini là. S'il y a eu des bagarres, ça allait se faire dans l'huile. Oh, ben, je vais aller voir le gars. C'est une question de diplomatie aussi. Tu commences, tu vois, se prendre. Le plus intelligent, il va changer de table. Là, il reste lui, là, puis il reste l'autre, là. Moi, je suis entre les deux et je m'enclaire. Et maudit. De temps en temps, il y avait des bagarres. Mais les waiters t'arrêtaient ça bien, bien vite. Puis il y avait une menace qui te faisait, puis tu te fermais la gueule. La menace était que si tu commences un autre bagarre ici, t'es barré, on revient plus ça. Oh, ils veulent pas ça. Ils voulaient pas ça. Oh, ils sont tranquilles, là. Après une coupe de bière, ils s'endorment. Dans les tavernes, il se passait vraiment bien des choses. Et quand il se passait rien,
Il se passait quelque chose parce que c'était comme tragique et déprimant, tu sais, un peu. Mais des femmes qui appelaient, puis des femmes on entendait gueuler l'autre bord de la porte, là. Je le sais qui est là, allez chercher. Oui, il y avait ça, t'avais les enfants, des affaires pathétiques. La femme qui venait avec ses enfants chercher le bonhomme qui était en train de boire sa paye, tu sais. C'est pour contrer ce problème que la compagnie Vickers du Canada a demandé l'aide de la police de Montréal. Plusieurs de ses employés gageaient leur paye dans les tavernes et ne rapportaient rien à la maison pour leur famille. Et puis moi et John Michaelinas, on s'est fait rentrer dans la compagnie, ils m'ont donné une carte d'identité. Et puis, on a commencé à travailler. Moi, j'étais pompier, fait que je me promenais sur le site de Canadian Vicker, qui était énorme, ils bâtissaient des bateaux. Et puis, tu sais, tu t'associes, t'écoutes où ils vont, ils parlent de gageure, t'entends, tu te fais introduire, pas? Et puis, on allait tout au lunch, l'autre bord de la rue, sur la rue Notre-Dame. Puis là, c'était pacté. Il devait y avoir une demi-douzaine de bookies, là, qui prenaient des gageurs sur n'importe quoi. Fait qu'on a tout identifié nos sujets, puis là, on les a frappés. On a nettoyé la place. Puis après un certain moment, bien, c'est devenu illégal. Puis le plus gros bouquet aujourd'hui, c'est l'Auto-Québec. Moi, j'ai travaillé ici 6 ans. Ça a été vendu, ça a fermé. Je suis allée travailler ailleurs, mais je m'ennuyais d'ici. Quand j'ai su que c'était à vendre, bien là, on m'a comme mis au défi. On m'a dit, tu devrais, tu as le potentiel pour le faire marcher, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais ça vaut la peine. On connaissait eux autres, on connaissait les waitrices. Beaucoup de clients, c'est des clients qui me suivent depuis 20 ans, depuis que je travaille dans le milieu des bars. Puis qu'à chaque fois que j'ai changé de place, il y en a tout le temps qui m'ont suivi. Puis que j'ai pris possession ici, ils sont encore bien plus contents parce que c'est comme si c'était dans leur maison. Ils sont tous contents d'être ici, puis ils arrivent ici, puis ils disent, ici, on se sent chez nous. On allait ailleurs, c'était pas pareil. Mais la madame, la fille, elle ne nous connaissait pas. En voulant dire, 2 femmes de cet âge-là, qu'est-ce qu'ils font ici? On a dit quoi, c'est une taverne? S'il nous semble parfaitement normal aujourd'hui que Micheline soit propriétaire d'une taverne et que d'autres femmes y soient assises ou y travaillent, il a fallu bien du temps avant qu'une telle chose n'arrive. Je l'ai magasiné à Saint-Hyacinthe. Je l'ai retrouvé 2 fois. Il y a des clients qui sont venus m'avertir que j'avais pas le droit d'être ici. Mais ils n'étaient pas au courant que c'était mon mari. Le début de la Révolution tranquille, à peu près jusqu'au milieu des années 60, c'est une période où des réformes importantes sont adoptées, mais c'est quand même une période marquée par la culture des années 40-50. La taverne joue encore un rôle essentiel dans cette culture où les rôles sexués sont très bien divisés. L'homme domine encore l'espace public, domine encore les lieux de sociabilité à l'extérieur du foyer. Et l'ouvrier, avec les nouvelles protections que lui donne le syndicalisme, les politiques sociales, est en mesure de faire vivre l'ensemble de sa famille. Et donc, le modèle de l'homme travailleur pourvoyeur et de la femme au foyer reste au cœur, finalement, de la culture d'après-guerre. En même temps, c'est une période où il y a des tensions sociales énormes entre le mouvement ouvrier et le gouvernement et les entrepreneurs. On conteste tout. On se donne le droit de remettre tout en question. On n'est pas les seuls. Il y a quand même un mouvement mondial. Il y a une ébullition du féminisme aux États-Unis. C'est là que ça débute. Il y a en Europe des mouvements étudiants, dont mai 68 est certainement le plus connu, mais il y en a d'autres ailleurs. C'est la remise en question, évidemment, du rôle de l'Église, de la famille. L'émancipation des femmes et l'émancipation politique sont très liées l'une à l'autre, comme l'émancipation de son statut de travailleur ou de travailleuse. C'est comme tricoter serré, pour prendre une expression bien québécoise. Aller jusqu'en 76, les femmes, au niveau légal, avaient le statut d'enfant. Et quand mon petit frère, qui, lui, a un décalage beaucoup entre le dernier et lui, il est hospitalisé, ma mère n'avait pas le droit de signer pour qu'il l'opère. Lui, il avait le droit. Parce qu'il était majeur, il avait 21 ans passés. Il avait eu le droit de signer. Ma mère n'avait pas le droit de signer. Sa signature n'était pas reconnue comme femme. Le statut de la femme a changé en 76. Au niveau syndical,
Au niveau de la loi des syndicats professionnels, la femme, pour adhérer au syndicat avant 1976, avant que le PQ change la loi, pour adhérer à un syndicat, ça lui prenait l'accord de son mari. En 1976, au Québec, pas en 1932, là. Dans l'organisation syndicale et ouvrière, puis dans l'organisation politique des années 60, bien, il y en avait des femmes. Donc, tu étais obligé de laisser rentrer quelques femmes dans les certaines tavernes où on avait ces rencontres-là, sinon tu les excluais de l'organisation. Fait que, il y avait des droits de passage à négocier, puis certaines tavernes protégeaient ça, puis d'autres qui étaient plus ouvertes et flexibles. Le mouvement féministe critique évidemment la culture machiste de la taverne. On voit ça apparaître à la fin des années 60. Et donc, pour la première fois de l'histoire de la taverne, il y a une jeune génération qui va bouder la taverne. Quand j'allais à l'université, des gars allaient à la taverne juste à côté du collège. Nous autres, on n'y allait pas, on n'avait pas le droit. Alors, il y avait des bars où les filles pouvaient aller avec les gars. Et à un moment donné, évidemment, dans une période où tout est remis en question, où on veut tout mettre à terre, bien, la taverne, évidemment, devient un symbole extraordinaire. Une des tavernes les plus connues de Montréal dans les années 60 est sans contredit le Gobelet. Situé sur le boulevard Saint-Laurent, l'établissement qui compte près de 1000 places se distingue par son côté bohème. Il accueille en ses murs les artistes et les littéraires autant que les camionneurs et les employés d'usine. Ça a été un lieu de rencontre pour toutes les classes de la société. Mais après l'Expo, les femmes sont devenues beaucoup plus indépendantes. Ils avaient connu le monde à travers l'Expo. Bernard avait été avisé quand même. Quelqu'un lui avait téléphoné pour lui dire « Écoute, il se prépare quelque chose, là. Les femmes vont rentrer. T'as pas le droit de leur vendre de la bière, mais ils peuvent entrer quand même. » Fait que là, Bernard il a dit, bien, si on n'a pas le droit de vendre, on a le droit de donner. Ils sont entrés de force, hein? De force. On les a laissés faire. Mais il fallait quand même être prévenu parce qu'on aurait pu perdre la licence. C'était surtout des Anglaises, si je me rappelle bien, des journalistes anglaises. On a gagné? On a gagné! Il y a très longtemps que je voulais le faire. Je trouve que c'est un privilège qu'il ne doit pas exister de faire une discrimination de sexe. Je trouve que c'est ridicule. C'était carrément des actions commando, hein, de plusieurs qui rentraient en même temps. Alors, évidemment, des hurlements, des cris, dépendants de la police, etc. Dans le cas des tavernes, c'était plutôt sympathique. Mais les gens n'étaient pas habitués à ce que les femmes fassent ça. Mais ça demeure un symbole fort pour marquer que la société doit changer et qu'il ne peut plus avoir de lieu réservé aux hommes. Vous n'avez rien contre le principe? Absolument pas. On est en train de violer un cénacle masculin, là. Vous vous en rendez pas compte? Mais pas absolument. Je ne croirais pas que vous violez quoi que ce soit. Ce n'était que logique. C'était que la chose à faire. C'était pas une faveur. C'était de même que ça devait être. Hein? Donc, à partir des années 60, bien là, on a carrément commencé à amender la loi pour laisser entrer la femme. Puis à la fin des années 70, début des années 80, bien là, on a carrément transformé la loi. C'est-à-dire que jusqu'aux années 80, on laissait le droit acquis à certaines tavernes de décider. Et donc, les taverniers, les propriétaires, des fois, faisaient des référendums populaires pour voir si leurs clients acceptaient la femme, quelques femmes ou non. On devrait nous laisser nos tavernes, qu'on peut se prendre notre bière tranquille. Il me semble qu'un homme devrait avoir d'aller ce qu'il veut, être libre, de ne pas toujours avoir des femmes dans la place. Bon, bien, que vous êtes taverne pour les femmes. Les femmes devraient rentrer aussi. Je vois pas pourquoi ça serait seulement consacré aux hommes. Une partie du mouvement des femmes ou des femmes qui se disaient féministes approuvaient pas... C'était pas une façon de faire. Elles étaient pas contre l'ouverture des tavernes aux femmes, mais disons que des entrées massives comme ça, de type commando, c'était pas leur genre, ou d'aller s'enchaîner dans les rues, d'aller s'enchaîner pour protester contre la loi anti-manifestation, disons que c'était pas leur genre. Mais il y a peut-être un petit fond d'elle qui disait, bien, il en faut qu'ils soient plus fonceuses que d'autres pour que les choses changent. Et les choses ont changé. J'en ai vu des amants
On est-tu assez bien, ici, hein? Juste toi et deux dans notre taverne. Ah, point ça, là! Oui, l'affaire de faire entrer les femmes dans les tavernes, c'est une affaire de fou, ça, oui, là. Ça, c'est pour nous empêcher, nous autres, les hommes, d'aller au fond des choses. Ça parle beaucoup de femmes sans qu'il y en ait. C'est-à-dire, tu peux pas parler des hommes sans de voir la relation avec les femmes. C'est un lieu, écoutez, honnêtement, on s'est bien demandé pourquoi les femmes voulaient rentrer là. Mais écoutez, si vous voulez venir absolument, venez voir. On est loin des rapports égalitaires entre hommes et femmes dans les années 70, y compris dans la jeune génération, si bien que la taverne va en grande partie tomber. À cela s'ajoute aussi quelque chose de très important, c'est que la taverne était liée au milieu ouvrier traditionnel. Hein? Et ce qui arrive à la fin des années 60, début des années 70, c'est la crise économique, une crise extrêmement forte qui va engendrer la désindustrialisation, finalement, de Montréal. La femme était dans la taverne, admise dans la taverne, présente dans la taverne, mais d'une façon symbolique. Parce que s'il y a juste des hommes dans les tavernes pendant plusieurs centaines d'années, ben un de leurs sujets de discussion central, c'est les femmes, justement. Donc, la femme était là de présence symbolique. Tu sais, chaque taverne avait sa femme, si je peux dire. Il y a souvent eu une femme admise dans la taverne, la femme de la taverne, parce qu'elle y travaillait, parce qu'elle était la mère de, la femme de, la sœur de... Fait qu'il y a toujours eu une femme, mais les femmes ont commencé à entrer dans les tavernes à partir des années 60, plus manifestement des années 70, puis carrément à partir des années 80. Hey, wow. Yeah. Les bœufs joyeux, ça arrive. Ici, je crois que c'est dans les années 88 que les premières femmes ont rentré. On était dans les 5 ou 6 derniers établissements qui ont, entre guillemets, résisté à l'envahisseur. Ma mère, elle travaillait pas dans la taverne. Ça fait qu'elle avait donné des directives aux employés qu'il n'y a pas. Ce que c'est que ma mère disait à l'époque, elle dit « Une femme, une nancée ». Je suis une ancienne du 22e. Je faisais voir les photos tantôt à Robert Demers. Je vais voir la vieille garde, Aline Vieux-Paul, M. Maurice, qui a travaillé fait une longue carrière comme contremaître de la ville. Puis c'est des gens qui racontent leur vie, qui ont de quoi compter. Ah, mais où la moyenne d'âge en 80 ans? Vous savez, ici, c'est une brasserie, hein? On entend parler plus de recettes de cuisine que de beuverie. C'est pour dire, hein? Il reste quoi? Ça en cause aucun problème. Le seul problème qu'il y a eu à peu près, c'est le mot taverne. Ah, c'est un refuge d'hommes, c'est un refuge d'hommes. Mais le plus qu'on a, c'est de l'or, c'est des petites perles. Ça vient, ça fait des petites affaires. Au début, il y en avait très peu. Disons qu'il y a eu l'aspect nouveauté du geste d'une femme qui rentrait d'une taverne. Puis après ça, ben, c'est devenu banal, si on peut dire. Au début, là, quand ils ont changé la loi, ça prenait un peu de front, voyez là. Hein, parce que les gars considéraient ça comme un lieu qui leur appartenait, là, tu sais. À partir du moment où les femmes ont eu le droit de rentrer, c'est pas qu'il y avait une invasion non plus, là. Il faudra tout de même attendre jusqu'en 1986 pour que tous les établissements soient tenus d'accepter les dames. Ça s'est fait très progressivement. Pensez-y. Entre le moment où il y a eu ces femmes qui décident de rentrer dans les tavernes, puis le moment où c'est changé, il se passe plus que 15 ans. Plus que 15 ans. Ça a pris plus de temps de changer la réglementation de ces tavernes que d'obtenir des congés de maternité payés, d'obtenir l'égalité salariale, puis d'obtenir des garderies, et j'en passe. Ça a pris plus de temps pour changer le règlement. Bien, c'est peut-être aussi parce que c'était plus si... C'est-à-dire, la question des tavernes, ça n'a jamais été le numéro 1 du mouvement des femmes. C'était un symbole. La taverne Magnan a longtemps résisté à dire bienvenue aux dames. Jusqu'en 1989, l'établissement de Pointe-Saint-Charles a refusé l'accès aux femmes. Mais l'institution, durement touchée par les nombreuses fermetures d'usines du quartier, a peut-être trouvé son salut dans l'arrivée des femmes entre ses murs.
Je dirais qu'on est probablement la dernière place qui a permis aux femmes de venir se rassasier ici. C'était devenu urgent, et je l'ai déjà dit, si Magnan n'avait pas ouvert aux femmes, Magnan n'existerait plus. Parce que tout le monde sait que ce sont les femmes qui décident où on va manger. Donc, si les femmes ne peuvent pas venir chez Magnan, bien, ils vont ailleurs. Donc, c'était... Puis ça m'empêchait de recevoir des groupes. Dès qu'il y avait une femme, c'était à moins qu'elle se déguise, ce qui a été le cas de plusieurs femmes qui venaient avec leur groupe de bureau, puis ils mettaient un veston et un chapeau, pas qu'on les reconnaisse. Ils venaient manger avec la gang de gars. La fois où tu sortais ta belle ou ta blonde ou ton épouse ou ta femme, ben c'était pas à la taverne, c'était dans des brasseries, c'était dans d'autres endroits. Et donc là, ça menaçait un peu l'esprit de taverne, ce qu'on protégeait à la taverne, ce qu'on aimait de la taverne pour les hommes. Et quand je mets la tête, ma bière, c'est ma bière. Une taverne, tu vendais de la bière, pas d'autre chose que de la bière. Plus de draft que de la bière en bouteille. Quand on vendait en bouteille, c'était la grosse bouteille. Mais après ça, quand les femmes sont arrivées dedans, là, on a décidé probablement de raffiner puis d'offrir autre chose que de la bière. Donc, on a mis du vin. En mettant du vin, on dit, pourquoi pas faire de la manger en même temps? Moi, je trouve que c'est bien. Là, on a rentré le vin. Aujourd'hui, on a un bar qui comprend tout. C'est l'évolution. Il faut aller avec l'évolution, il ne faut pas rester, il faut marcher, on n'a pas le choix. À la prochaine! Quand les femmes ont investi la taverne, c'est parce que la taverne, ces tavernes-là qu'elles avaient investies étaient devenues plus comme des brasseries. J'ai jamais aimé ça. Pour moi, c'était le seul refuge qu'un homme avait, où il pouvait être ce qu'il voulait être. Soit je veux une bière, je veux cracher en terre ou je veux dire tabarnak, je suis capable de le dire, sans avoir aucune offense envers qui que ce soit qui est assis un petit peu plus loin. Il y a 747 places à Montréal, tu peux emmener des femmes. Amène-les. Amène-les pas dans une taverne, c'est un sanctuaire pour hommes. Ils n'ont pas le droit de venir dans une taverne. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas le droit, j'ai dit que je veux pas y voir. Il y a des hommes qui ont protesté, puis je les comprends jusqu'à un certain point, parce que quand on est habitué à avoir son endroit à soi, son lieu, où on est entre soi, puis on s'habille moins, puis ils étaient plus à l'aise, les hommes. Je les comprends très, très bien. Encore une fois, ils ont perdu un peu d'espace. C'est un vrai politicien. La femme rentrait, elle n'était pas à l'aise. Puis l'homme n'était pas à l'aise non plus. Parce que quand il y a une femme, à quelque part, l'homme ne se comporte pas pareil. Il change complètement. Je ne sais pas si ça demandait un certain respect. Beaucoup plus un respect. Il ne dérangeait pas, mais il ne dérangeait pas. Mais... Comment t'étais avec ta femme, là? 27 ans. Il a triché 2 fois. 2 fois par jour aussi. Ça va rester sur le coin d'une rue, un endroit où des gens peuvent s'arrêter, puis même rester inconnus, puis prendre un verre de bière. La bière, c'est encore bon. Une bonne draft faite, c'est bien mieux qu'une Molson flat à la maison. Écoute, les riches ont des clubs privés. La taverne, pour moi, c'est un club privé pour le monde ordinaire.